c'est très confortable comme argument de dire, et c'est aussi l'objet quelque part ultime du capitalisme, si tu es pauvre, c'est de ta faute, si tu es licencié, c'est de ta faute, et si tu es malade, c'est de ta faute. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, pour le format Entretien de Frustration Magazine, je reçois Fleur Breteau. Merci beaucoup Fleur d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien et toi? Pas très bien. Cool. Est-ce que ça te va de te présenter en quelques mots avant qu'on parle de ce que tu fais en ce moment? Oui, je suis la porte-parole du collectif Cancer Colère. Je vis en région parisienne, j'ai 50 balais. Et voilà. J'ai entendu parler de toi, en fait, comme tout le monde, lors du vote de la loi Duplon à l'Assemblée nationale. Tu étais dans les tribunes du public, qui est, il faut le préciser, un endroit où les gens ont droit d'être, mais ils n'ont pas droit de parler. C'est très réglementé, tu as des huissiers bien intimidants. Et toi, au moment où la loi a été votée, tu as pris la parole et tu t'es adressé aux députés. Je leur ai dit, vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Voilà. Et ça a été un moment très fort qui a contribué à populariser une pétition contre cette fameuse loi Duplon. Donc la loi Duplon, pour rappel, c'est une loi qui a été votée, même si on y reviendra, du coup elle n'existe plus en totalité, et qui comportait un certain nombre de mesures parmi lesquelles favoriser les fameuses méga-bassines sur lesquelles il y a eu de nombreux conflits, notamment dans l'ouest de la France, donc des retenues d'eau pour les agriculteurs les plus aisés, et qui initie du coup une guerre de l'eau à l'égard des populations et à l'égard des autres agriculteurs, il faut le préciser. Et puis des mesures favorisant les élevages intensifs. Les fermes-usines, voilà, qui ne sont pas du tout liées aux éleveurs traditionnels. Voilà. Ce sont les industriels qui sont concernés par les fermes-usines, ce n'est pas du tout les éleveurs tradis, quoi. Et puis, un article, je pense, qui t'avait particulièrement alarmé, c'est la réintroduction d'un pesticide. Donc on appelle tueur d'abeilles parce qu'il se trouve que parmi ses effets, il a des atteintes graves à la biodiversité, d'ailleurs pas seulement les abeilles, mais qui est aussi quelque chose de risqué pour la santé. Et c'est ça qui t'avait motivé à venir là, et c'est ça qui a stimulé ton combat. Et je crois que tu t'intéresses à la question des pesticides et des polluants depuis plus longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous raconter, avant même du coup cette fameuse séquence où tu interpelles les députés, et donc tu fais date quand même dans l'histoire de la contestation de cette loi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Et comment tu t'es retrouvé finalement dans cette tribune? Et j'imagine que cette histoire commence bien avant. Oui. Alors, je ne pourrais pas expliquer la genèse précise de ma prise de conscience du problème des pesticides, mais moi, je suis migraineuse depuis que je suis petite. Et c'est compliqué quand on se retrouve avec 4, 5, 6 jours de migraine par mois, où on est au lit, dans le noir, et on vomit. Bon, c'est très, très fun. Et à la fin de ma vingtaine, j'ai appris sur Envoyé spécial qu'il y avait un lien avec des allergènes et des sulfites, que dans l'alimentation, dans les produits ménagers, il y avait possiblement des composants qui aggravaient les migraines. Et donc j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans et à découvrir l'existence des pesticides, des produits chimiques, et donc j'en ai supprimé un certain nombre et j'ai eu moins de migraines. D'accord. Du coup, dans ton environnement ménager, voilà, exactement. Ça n'a pas fait disparaître mes migraines, mais ça s'appelle la gestion des risques. et ça m'a évité certaines crises, et ça a diminué certaines crises qui, jusqu'à présent, étaient très, très fortes. Après, j'ai croisé des agriculteurs, j'ai croisé des gens sur les de Noirmoutier qui font du sel, qui s'inquiétaient des résidus de pesticides dans leur marais salants. J'ai rencontré plein de gens comme ça, et les pesticides sont devenus, en réalité on en parle depuis longtemps, mais on en parle comme quelque chose d'un petit peu abstrait, on ne sait pas très bien, on a du mal à faire le lien. Et puis j'étais, comme énormément de personnes, victime de la fabrique du doute, mise en place par les industriels, où finalement, quand je lisais un article qui disait « oui, attention, les pesticides provoquent des maladies », souvent j'allais être en contact avec un autre article qui allait dire « mais non, en fait, le lien n'est pas prouvé », donc je me disais « non, peut-être que c'est un peu exagéré, etc. » Et puis après, je suis tombée malade, une première fois, un premier cancer, et 3 ans après, on m'a diagnostiqué un deuxième cancer.
Et le même jour, enfin voilà, et en fait, moi j'ai perdu des gens dans mon entourage, il y a des gens qui commençaient à tomber malades. Donc depuis 5 ans, il y a beaucoup de gens malades autour de moi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et la génération de mes parents disait, m'ont dit, mais c'est à vos âges, on n'avait pas comme ça des cancers qui fleurissaient partout. Et ça m'a interrogée. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux causes du cancer. Ouais. Et les données, en fait, pour ceux qui ont... Alors, je pense déjà, la question du cancer, c'est quelque chose qui nous touche tous, directement ou indirectement. Oui. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a été victime d'un cancer. Oui. Je pense que c'est une grosse angoisse dans la population. Oui. Il y a une peur du cancer, on pourra en reparler, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui fait plus peur que ça en réalité. Donc, c'est vrai que ce que disaient tes parents, à savoir, c'est quand même fou, ça touche des gens de plus en plus jeunes. Bah, c'est pas évidemment que leur analyse, c'est maintenant vérifié. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus, surtout au cours de cette année, moi j'ai trouvé, qui parlent même d'une épidémie de cancer et que le cancer touche des gens de plus en plus jeunes. Et je trouve que par conséquent, ça élimine un peu cette idée selon laquelle, quelque part, le cancer, ça serait un peu un passage obligé dans la vie quand on est vieux, puis c'est dans l'ordre des choses. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on entend sur le cancer. Ou alors le cancer, quand ça arrive, c'est traité sous l'ordre de la tragédie individuelle, c'est-à-dire c'est presque de la malchance, quoi. Ou bien, moi, ce que j'entends aussi quand même, c'est une croyance, quoi, c'est très dérangeante, c'est de dire on se fait son propre cancer en quelque sorte. Hein. Et donc, on va dire oui, mais c'est quelqu'un qui avait une mauvaise hygiène de vie ou alors qui était trop stressé. Et donc, la meilleure protection contre le cancer, ça serait d'être moins stressé, de faire du sport, etc. etc. J'imagine que toi, tu as été confronté à ces discours-là et tu as sans doute un rapport critique à ça. Alors, la première chose, c'est que l'épidémie de cancer, c'est pas une expression qui vient de nulle part. C'est l'année dernière, Nature et The Lancet, qui sont les deux plus grandes publications scientifiques mondiales, ont publié des articles qui taxent le cancer d'épidémie mondiale. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? C'est une maladie qui a des causes structurelles. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas lié à des pratiques individuelles. Okay. Or, moi, quand j'ai été diagnostiquée de mon deuxième cancer, et c'est le cas des gens que je connais autour de moi, le corps médical va interroger mes pratiques, mes consommations. Est-ce que je bois? Est-ce que je fume? Est-ce que je suis stressée? Faut être moins stressé, hein, c'est bien dans la vie d'être moins stressé. Alors qu'on est tous fans du stress. Je veux dire, on aime tellement le stress qu'on n'a surtout pas envie de le quitter. C'est un peu. Si c'est quelque chose qu'on pouvait contrôler. Voilà, c'est trop une addiction, quoi. C'est trop génial le stress. Ou la sédentarité, l'obésité, voilà. Et on renvoie tout le temps le malade à une responsabilité, voire même à une culpabilité. Et ce qui génère aussi, et tu disais deux choses intéressantes, c'est que le cancer est un mot qui fait peur. Oui. Résultat, quand on a une annonce de cancer, on a plusieurs phénomènes qui viennent, c'est-à-dire qu'on craint d'en parler autour de soi parce qu'on a peur de déprimer les gens. Ça, c'est une dimension qui est très forte. C'est-à-dire parce qu'on se dit, je vais être un boulet, je vais les déprimer, je vais les angoisser, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et en plus de ça, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, pour mon deuxième cancer en 3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis maudite, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et effectivement, j'ai relié ça au stress, j'ai relié ça à ma vie, à ma façon de vivre. Et cette année, Santé publique France a diffusé des chiffres sur le cancer. Donc c'est quand même un organisme public qui fait des études, toutes les métadonnées autour de la maladie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien effectivement, le cancer est une épidémie. Ce sont des milliers de scientifiques et de médecins qui l'ont appelé comme ça. Pourquoi? Parce que son incidence augmente dans toutes les catégories de population. Donc le risque de cancer augmente, peu importe l'âge des personnes. Et Emmanuel Macron, quand il y a eu le Covid, a dit, quand il y a une épidémie, on doit prendre des décisions politiques fortes. Cette année, le cancer a été déclaré par la science comme une épidémie. Non seulement on attend les décisions politiques fortes pour enrayer cette épidémie, mais en plus, on doit subir des lois qui l'aggravent. Ouais. Et ça, c'est là où je pense qu'il y a eu une bascule de se sentir honteux ou responsable de sa maladie et tout à coup de faire un retour à l'envoyeur et de dire en réalité, la science se dit il y a quasiment la moitié des cancers qui sont évitables puisque les cancers ont doublé en France depuis 1990. Est-ce que tu veux que je te parle un peu du tabac et de l'alcool et du vieillissement de la population?
Dis-moi. Le tabac et les consommations de tabac et d'alcool ont été divisées ont baissé de 50% depuis les années 60. Okay, donc ça veut dire que ça n'explique pas l'augmentation des cancers. Ah mais ça, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper dérangeant parce que je pense que beaucoup de gens, moi compris pendant longtemps, on se rassure en se disant, globalement, le cancer, parce qu'en fait, on a en tête le cancer du poumon souvent, qui, moi, m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. C'est bon, c'est triste, mais c'est des gens qui ont fumé, quoi. Donc, si tu fumes pas, tu n'auras pas de cancer. C'est ça qu'on nous disait à l'école, hein, quand on faisait de la prévention anti-tabac. Par ailleurs, c'est bien de faire de la prévention anti-tabac. Bien sûr. Mais il y avait cette idée qu'on reliait quand même vraiment le cancer à ces pratiques-là. Et toi, tu dis, en fait, non, puisque ça a baissé, la consommation de tabac et d'alcool, et pourtant les cancers ont considérablement augmenté. C'est très dérangeant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut fumer, c'est pas une autorisation à fumer ou à boire, mais ça n'explique pas, les consommations de tabac et d'alcool n'expliquent pas l'épidémie. Et par ailleurs, comme le cancer est devenu la première cause de mortalité chez les enfants après les accidents domestiques, ça veut dire que ce n'est pas lié au vieillissement de la population. Donc les arguments qui étaient utilisés jusqu'à présent pour expliquer la hausse des cancers sont invalidés. Et la science le dit bien, il y a quasiment 50% des cancers dont on pense qu'ils ont des causes environnementales, mais on découvre aussi une bombe politique, à savoir les risques de cancer au travail. Ah oui. Alors on va développer ces deux volets. Quand tu dis des facteurs environnementaux, c'est quoi en fait ? Globalement, on vit dans un monde où la violence chimique s'est répandue depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y avait déjà des produits chimiques avant, mais elle s'est répandue de manière exacerbée depuis 1945. Ce qui se passe, c'est que l'usage des pesticides est dérégulé. Il est fait par des apprentis sorciers qui mettent sur le marché des produits dont ils... dans un cadre réglementaire très opaque. C'est-à-dire que ce sont les fabricants des pesticides qui font leurs propres études d'impact de leurs produits. Et d'ailleurs, ils ne font des études que sur moins de 10% d'un pesticide. C'est-à-dire que tu as une bouteille de glyphosate, et ils vont faire l'étude que sur la substance même du glyphosate, pas sur le glyphosate et les additifs et les additifs qui composent le produit. Donc ils font que des études sur le glyphosate et souvent ils ne transmettent que des conclusions et ils ne sont pas transparents sur les méthodes, etc. Donc ils font ça en laboratoire et sans le répandre dans l'environnement, sans voir comment ça procède avec les effets cocktails, avec d'autres molécules. Tu les mélanges, qu'est-ce que ça produit ça, Donc il y a une opacité totale sur les autorisations de mise sur le marché des pesticides et j'y reviendrai après. Enfin d'ailleurs, non, en fait, je vais le dire maintenant. Le 3 septembre, le tribunal administratif de la Cour d'appel de Paris a condamné l'État pour justement faute, à cause de ces autorisations de mise sur le marché qui sont opaques, en disant qu'il y a un lien entre la contamination des sols et de l'eau, l'effondrement de la biodiversité et les scandales sanitaires avec l'usage des pesticides. Donc ça veut dire que si la justice est capable de condamner l'État sur ce sujet-là, ça veut dire que la justice reconnaît la validité de toutes les études scientifiques. Donc la fabrique du doute qui est menée par les lobbies et par les politiques qui les soutiennent s'écroule. Néanmoins, il y a des études qui sont faites depuis des années et des années, et l'INSERM a publié une étude en 2013 puis en 2021 qui a été étoffée et qui montre le lien entre l'usage des pesticides, les pesticides et des maladies. Donc il y a une réalité scientifique qui est niée par les lobbies et les politiques, certains politiques, et qui fait que cette réalité niée fait que ça nous met en danger, réellement, puisqu'on ne s'attaque pas aux causes. On ne s'attaque pas aux causes, on n'en parle pas, d'où ces discours sur se faire son propre cancer, pas assez manger, bouger, fruits et légumes. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est très confortable comme argument de dire... Et c'est aussi l'objet, quelque part, ultime du capitalisme. Si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu es licencié, c'est de ta faute. Et si tu es malade, c'est de ta faute. Et tu ne penses pas, moi j'ai l'impression que dans ce déni, c'est aussi quelque chose qu'on entretient un petit peu nous, moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement dérangeant de se dire que potentiellement il y a des substances autour de nous qui nous menacent que parfois c'est un peu rassurant de se dire que ceux qui sont malades, ils l'ont bien cherché en quelque sorte. C'est une façon de se protéger soi-même. Évidemment. Jusqu'au jour ça t'arrive. Où la maladie s'invite dans son corps ou chez quelqu'un qu'on aime. Et
Et moi, j'ai discuté pendant mes traitements avec un couple dont l'enfant a déclaré une tumeur au cerveau inopérable à l'âge de 18 ans. Et quand je les ai rencontrés, ce jeune homme avait 19 ans. Et ils m'ont dit que c'est exactement ce que tu dis, c'est que pendant des années, ils pensaient qu'eux, ils vivaient confortablement, que le cancer, les inégalités sociales, etc., ils ne se sentaient pas visés, en fait. Ils se disaient, voilà, nous, on mange bien, on fait attention, donc ça ne nous arrivera pas. Et le jour où leur enfant unique est violenté, et sa santé est menacée, sa vie est menacée par un cancer, leur vie a complètement été transformée et leur pensée a été transformée. Parce qu'on ne peut pas sortir indemne de l'annonce d'une maladie comme le cancer. Ça révolutionne vos croyances. Parce qu'on ne peut pas, c'est insupportable de se sentir responsable de son cancer. Et ça n'est pas juste et ça n'est pas légitime. Et surtout quand les scientifiques montrent qu'on peut éviter 50% des cancers. Et sachant que ces chiffres sont sans doute sous-estimés. Ouais, ça, ce chiffre, l'idée qu'on a 50% de cancers environnementaux, au moins, qu'on pourrait éviter, il est frappant. Et tu as parlé tout à l'heure aussi des risques liés à l'environnement de travail. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il s'avère qu'il y a des secteurs à risque et des travailleurs et travailleuses à risque. Par exemple, je vais prendre un premier exemple, ce sont les agriculteurs et les ouvriers agricoles. Ouais. Plein d'entre eux ont été... il y a une surincidence, par exemple, de maladies de Parkinson ou de cancer du sang chez les ouvriers agricoles et les agriculteurs. Je ne parle pas en langage inclusif, mais je pense aux agricultrices et aux ouvriers agricoles, mais c'est pour faciliter nos échanges. Donc il y a des dizaines de maladies qui ont été reconnues. Il y a un tableau des maladies professionnelles. Donc on reconnaît qu'une leucémie, quand on est ouvrier agricole ou agriculteur, peut être reconnue en maladie professionnelle. Donc il y a tout un parcours du combattant qui est fait et une indemnisation possible via le fonds d'indemnisation aux victimes des pesticides. Donc il y a toute une liste, il y a tout un tableau. Et les gens qui ont fait le tableau, ils se sont dit, les politiques se sont dit, ben voilà, on a fait le tableau, c'est bon, on a fait le job. Ouais, c'est ça. Donc on laisse sciemment, donc ça veut dire qu'on connecte des substances avec des maladies, certaines ont été interdites, comme le lindane, on connecte des substances aux maladies, on fait un tableau, on se dit, ben voilà, pour certains, ils arriveront à se faire indemniser, pour les autres, bah tant pis, on est désolé, et on ne règle pas le problème de fond. Donc les personnes, les travailleurs et travailleuses qui nous nourrissent sont particulièrement exposés à ces maladies-là et personne ne fait rien. Et rien que ça, quand on pense à d'autres professions, donc par exemple les intérimaires, qui travaillent beaucoup pour des entreprises qui dans le nettoyage, dans le nucléaire, dans la santé et qui ont des contrats en sous-traitance. Ils protègent moins leurs salariés parce qu'ils sont intérimaires. Les intérimaires changent de secteur souvent, d'entreprise, de lieu, et ils se retrouvent exposés à des cancérogènes. Et ils sont surexposés aux maladies. Mais il y a aussi les gens qui travaillent donc dans le nettoyage, dans la santé, parce qu'ils manipulent des produits, par exemple, de chimiothérapie. S'ils n'ont pas de protection, ça peut être problématique. Ils manipulent des produits d'entretien, mais il y a aussi des professions comme les fleuristes, c'est vrai, ça, comme les manucures, comme les pompiers. Et donc le cancer au travail, c'est une bombe politique colossale. Et alors, toi qui suis le dossier, comment t'expliques que là, tout ce qu'on dit qui sont des bombes, hein, comme tu dis, comment ça se fait que, un, on en parle si peu, et que deux, il y a aussi peu d'actions politiques décisives qui sont prises en la matière, voire des régressions. Qu'est-ce qui cloche là? Alors évidemment, la réponse, elle est simple et elle est tristement simple. On est face, pour nous, à cancer colère, on estime que l'épidémie de cancer, c'est une épidémie économique. On est face à des intérêts économiques. Ceux des agro-industriels qui transforment l'agriculture en marchandise et qui poussent les petits exploitants à s'endetter pour acheter des machines, pour acheter des produits chimiques, parce que ça coûte une fortune les pesticides, et les enferment dans une agriculture productiviste pour être compétitifs sur le marché international, pour avoir des produits les moins chers possibles pour que ça soit encore plus rentable.
Et on est face à ce modèle-là. Derrière, vous avez aussi, il y a aussi des industriels de l'agrochimie qui fabriquent à la fois des pesticides et pour certains d'entre eux, des traitements contre le cancer. C'est dingue ça, cette info que j'ai vu passer il y a quelques mois. Et c'est une information donc vérifiable. Donc moi, je ne peux pas citer de nom d'entreprise parce que j'ai pas envie d'être Oui, il faut faire bâillonné. attention, c'est des gens Voilà. qui sont... Ils sont très puissants. Ouais. Mais vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller sur des sites, des moteurs de recherche et les liens sont très rapidement faits. Vous tapez des noms d'agrochimistes et traitements contre le cancer et c'est fou quoi. Les chiffres sont là. Et donc on est face à des intérêts industriels qui sont soutenus par des partis politiques, et on l'a vu avec la loi du plomb, c'est les soutiens politiques du gouvernement, les droites et l'extrême droite. Et moi je ne pensais pas, Nicolas, je ne pensais pas que face à des problématiques de santé publique, il y aurait une telle binarité. Et moi, ça me rend hyper triste, parce que moi, je cherche pas à ce que tout le monde... Enfin, ce que je dis, c'est je pense que les diversités d'opinion, c'est fondamental. On n'est pas obligé de penser tous la même chose. Mais les politiques qui nous défendent, qui nous représentent, si ils préfèrent défendre des profits industriels plutôt que notre santé, moi, ça m'a tétanisée. C'est que sans être naïve, moi je pensais que des consciences allaient se réveiller, allaient s'exprimer, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Et notamment, il ne faut pas oublier que les pesticides agissent particulièrement sur les fœtus, des femmes enceintes. Et c'est terrible de dire ça, et notamment l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, et les néonicotinoïdes sont connus pour perturber le développement du fœtus. C'est ahurissant de porter une loi pour réintroduire un produit qui a déjà été interdit en France pour ces mêmes raisons. Mais tu vois, ce pesticide en question, effectivement, c'était contenu dans la loi du plomb. Donc toi, tu t'es dit, et je pense que beaucoup de gens l'ont cru à ce moment-là aussi, les députés sont prévenus, parce qu'il y a quand même eu un gros travail de mobilisation citoyenne, des gens qui ont interpellé leurs députés, qui leur ont envoyé les études, les enquêtes. Nous, on leur a écrit pendant 1 mois et demi. Voilà, j'imagine. Voilà, donc en fait, on a des gens qui sont informés, qui avaient les tenants et les aboutissants. Et donc toi, quand tu as assisté à cette séance, est-ce que tu espérais qu'il y ait un retournement de situation et que la loi n'ait pas sa majorité? C'était ça, en fait, que tu disais que ça allait arriver et ça t'a surpris que ce ne soit pas le cas, ou tu commençais à te préparer à l'idée qu'en fait, il n'y avait rien à en tirer de ces gens? Alors, je me préparais à l'idée que la loi du plomb allait passer, mais ce qui m'a choquée, ce sont les prises de parole. D'entendre des phrases comme « l'acétamipride, c'est pas si toxique que ça ». Quand on sait que ça allait être répandu sur 500 000 hectares en France, dispersé en France, et que l'épandage de ce produit, donc c'est un produit très persistant dans l'environnement, qui va dans l'eau, et que ce sont des produits qui sont épandus au moment des beaux jours où les gens se promènent, où il y a des riverains, des riveraines, des femmes enceintes, des jeunes enfants, et que ça attaque le système neuronal des enfants et des fœtus, et ça dégrade la santé hormonale, et notamment des femmes. Je me suis dit, mais j'ai entendu des phrases ahurissantes de mépris, de me dire, on met clairement, en fait j'étais face à des argumentaires qui étaient en train de dire, écoutez, la santé publique, ça va. Là, on parle d'aider des agriculteurs, ce qui n'est pas vrai, puisque ce sont aider des industriels de l'agriculture, c'est une grosse différence. Et j'ai eu je pense que j'ai eu une déception, j'ai eu un choc et du fait de ces prises de parole-là, du fait de constater un mépris absolument commun à ces formations politiques et complètement monolithique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune faille, aucune interrogation, aucune remise en question, aucune ouverture au dialogue. Et sachant que tout le processus de construction de cette loi du plomb a été fait à porte close, en commission mixte paritaire, sans débat à l'Assemblée nationale, sans interroger, sans auditionner des toxicologues, sans auditionner la Ligue contre le cancer, sans auditionner... Et c'est ça qui a fait que même la Ligue contre le cancer et l'Ordre des médecins ont pris position contre la loi du plomb. Oui, même l'Ordre des médecins, qui n'est pas une instance particulièrement engagée. Non, et ça montre bien que la société civile, à tous les endroits, s'est mobilisée, puisque là, on s'est rendu compte qu'une partie des politiques peuvent faire des lois qui nous détruisent. Notre réflexion à frustration, c'est
et que moi je développe dans mon livre Saint-Luigi, dont je te parlerai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il parle aussi des questions de santé publique, c'est que moi j'ai l'impression qu'en fait, on a une bourgeoisie nationale, internationale, qui a le sentiment que sa santé à elle est très protégée, qui va faire en sorte de veiller à son alimentation, qui a accès à des traitements de pointe dans des cliniques spécialisées. Et du coup, moi j'en déduis que voilà, la lutte des classes, c'est aussi un peu une lutte des corps. Qu'en fait, même le rapport au cancer est traversé par la lutte des classes et donc les inégalités sociales. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu ressens et comment, selon toi, ça se manifeste si c'est le cas? Il y a un très bon exemple, c'est le chlordécone aux Antilles, l'usage du chlordécone. Et en discutant avec le collectif du COADEP, qui vient en soutien aux victimes des ouvriers et ouvrières agricoles du chlordécone aux Antilles, on voit ce qui s'est passé aux Antilles est en train de nous arriver. Donc le chlordécone, c'est quoi? C'est un Alors, pesticide c'est un pesticide qui était là pour tuer le charançon de la banane. D'accord. Dans les grandes exploitations de bananes tenues par les Békés, qui sont les descendants des colons. Ouais. D'accord. Ils ont, au moment où le chlordécone a eu des dérogations d'État pour être utilisé aux Antilles, les États-Unis l'interdisaient, c'est dire parce qu'ils n'interdisent pas grand-chose, tellement les premiers usages ont déclaré des maladies improbables et ont déclenché des cascades de maladies et des atteintes à la biodiversité énormes. Ouais. Donc au moment où les États-Unis l'interdisent, l'État français organise des dérogations à la demande des Békés pour pouvoir l'utiliser dans les bananeraies aux Antilles. Ils ont fait travailler pendant 20 ans des ouvriers et des ouvrières agricoles sans aucune protection qui versaient le chlordécone dans des boîtes à sardines au pied des bananiers avec les vapeurs, parce qu'il fait chaud là-bas. Ouais. Moi, je ne suis jamais allée, mais l'élite du COADEP m'a dit qu'il fait chaud aux Antilles. Hein. Et donc avec les vapeurs toxiques qui parfois faisaient s'évanouir les gens. Et aujourd'hui, donc pendant 20 ans, il y a eu cet épandage énorme de chlordécone. Aujourd'hui, la situation, elle est calamiteuse. C'est-à-dire que non seulement la population est contaminée à 95%, c'est délirant. Ça se transmet de génération en génération parce que ce sont des perturbateurs endocriniens, ça modifie l'ADN, parce que c'est ça les pesticides, ça modifie l'ADN, c'est reprotoxique, mutagène et cancérogène. Donc ça a un impact très fort sur l'organisme et ça se transmet de génération en génération. Ça déclenche une chose, c'est que les Antilles ont le record mondial du cancer de la prostate et les maladies féminines sont légion. Cancer de l'utérus, des ovaires, et c'est dramatique. Il y a des petites filles qui ont leurs règles à 7 ans. Donc il y a, quand on parle au collectif du COADEP, on se rend compte, oui, et sans parler, que les sols sont contaminés pour 4 à 10 000 ans, que la pêche est interdite depuis des années. Moi, je suis très heureuse d'avoir rencontré le COADEP parce qu'ils se battent justement, et on parle d'inégalité sociale, c'est que c'est un territoire ultramarin. Donc on est très déconnecté, on se sent à des millions de kilomètres de leur catastrophe. L'État a été condamné, a été reconnu coupable, mais l'État a fait appel. Mais en juin dernier, l'État a été reconnu responsable, il fait appel. Mais ce qu'on est en train de vivre en métropole, on se glisse gentiment vers ça. Et pourquoi ça a démarré aux Antilles, c'est que l'agro-industrie et l'agrochimie ont des pratiques coloniales, elles ont des pratiques de destruction massive et elles profitent du vide démocratique, elles profitent de l'emprise de certaines élites sur un territoire pour imposer leurs lois en disant « mais attendez, vous êtes exploitant dans telle ou telle région, mais nous on va augmenter vos rendements, vous allez voir, grâce à nous vous allez faire encore plus d'argent ». Et on impose ça aux riverains, aux riveraines, aux ouvriers, ouvrières et à la population entière, puisque après, l'alimentation est contaminée aussi. Ouais. En fait, là, on peut parler de lutte des classes, puis du coup aussi de lutte coloniale raciste. C'est que, en fait, il y a une hiérarchie sur la valeur des vies humaines. Quoi. Bon, de toute façon, on l'observe avec le génocide à Gaza, où là, la vie des Palestiniens ne vaut rien. Et puis ensuite, le capitalisme pratique une hiérarchie sur quelle vie mérite d'être sauvée, mérite qu'on s'en occupe. Et donc les vies ultramarines, face au chlordécone, finalement, tout le monde s'en foutait pendant très longtemps, à commencer par l'État et évidemment l'agro-industrie. Et puis en fait, il y a aussi la vie des riverains des petites villes dans les campagnes, la vie des ouvriers, ouvrières intérimaires, des ouvriers, ouvrières du nettoyage. Et donc oui, je trouve que c'est en ça que dans ce que tu décris,
En fait, il y a pas, la santé n'est pas sacralisée par le capitalisme, pas du tout. Certaines santé le sont, les plus riches ont droit à certains traitements. Et justement, à propos de ça, il y a une autre dimension de l'inégalité ou de la lutte des classes, selon l'angle sous lequel on le traite, c'est l'accès aux soins. Comment, du coup, toi, c'est aussi quelque chose que tu as vécu et puis que tu observes, c'est comment l'accès aux soins en France par rapport au cancer, c'est quoi les inégalités face auxquelles on se trouve actuellement? En France, il y a eu un bilan qui a été fait cette année que sur le territoire français, 87% du territoire est en désert médical. En zone rurale, c'est une drôle de phrase, hein, attention, en zone rurale, la population consomme 20% de moins de soins qu'en zone urbaine. Oui, donc renonce quoi. En fait. Voilà, exactement. Par ailleurs, il y a 21 départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Il y a d'autres choses, par exemple, la Ligue contre le cancer a publié un manifeste en février 2025 sur le cancer et les inégalités sociales, en disant qu'on observe des inégalités sociales criantes dans l'accès aux soins et les traitements. Par exemple, des traitements expérimentaux ne sont même pas proposés aux personnes précaires. Ils sont proposés à certaines catégories de population privilégiées, mais pas aux personnes précaires. Par ailleurs, une personne sur 4 perd son emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer, et qu'il y a 17% des gens qui continuent de travailler malgré leur traitement parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont peur de perdre leur boulot, ou ils ne peuvent pas se priver de revenus. Parce que quand on est en France, il y a des indemnités maladie, mais il y a des retards énormes. Il y a souvent des retards jusqu'à 5 mois de paiement d'assurance maladie, d'indemnité maladie. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas vivre pendant 5 mois sans toucher des sous. Et moi, j'ai croisé des patients et des patientes pendant mon traitement qui vont au Resto du Cœur. C'est délirant. Et donc c'est très grave. Quand on est travailleur indépendant, quand on est intérimaire, eh ben, on est plus fragile. Ouais. Et il y a 17% de ces personnes qui continuent à travailler. On est évidemment dans un creusement des inégalités, mais il ne faut jamais oublier que tout le monde est concerné et personne n'est épargné. Et quand je parlais du chlordécone tout à l'heure aux Antilles, ce qui se passe en Bretagne avec les algues vertes, voilà, c'est aussi ça contamine les eaux, les sols, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue les plages, ça détruit la biodiversité et ça détruit la santé des gens. Et il ne faut pas oublier que voilà, c'est déjà effectif. Je ne parle même pas du département de la Gironde, où nous, on a des gens qui nous ont dit, qui nous ont fait part de chiffres de pollution dans ces territoires-là, qui sont très importants. Ouais. Et donc l'empoisonnement généralisé a commencé. Et donc, il y a des inégalités qui se creusent. Ce que prépare le gouvernement en termes de décrets pour doubler les franchises pour les médicaments, pour les consultations, je ne sais pas si ça va passer, mais c'est en cours, ils ont tenu à le faire. Il y a d'autres mesures de ce type et ils veulent s'attaquer à la sécurité sociale aussi. Et donc ça, j'en parlerai plus tard parce qu'il y a une pression des labos aussi, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on est tous concernés et que quand je te parlais tout à l'heure des parents avec leurs enfants adolescents qui m'ont dit de manière bouleversante qu'ils pensaient avoir été épargnés par le problème toute leur vie. Et quand la maladie surgit chez leurs gamins de 18 ans, leur monde s'est écroulé, leurs croyances se sont écroulées. Donc certes, je ne suis pas en train de dire qu'il faut effacer les inégalités sociales, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on vit dans un monde où la violence chimique s'est répandue et qu'il n'y a que des décisions politiques puissantes pour mettre un terme à ce système-là, qui vont nous permettre d'envisager un futur. Parce que c'est ça aussi, quand on tombe malade, quand le cancer arrive, quand tout le monde est menacé, qu'on dit que c'est une épidémie, comment on fait pour se projeter ? Comment on fait pour se dire « ouais, mais dans 10 ans, on fera ça ?» Il y a des jeunes femmes qui me disent « mais moi, c'est mon 2e cancer, j'ai 32 ans, est-ce que je peux me projeter et faire des enfants ?» C'est ça la réalité de la maladie. C'est comment on peut envisager un avenir intime, personnel, familial, amical, professionnel et de la société dans son ensemble, si on est tous menacés par la maladie. Enfin, je veux dire, je suis pas ici pour faire peur à tout le monde, hein, mais c'est aussi pour prendre
conscience de nos adversaires. Et nos adversaires, ce sont des gens très puissants qui défendent des dizaines de milliards d'euros de profit et qui ne vont pas lâcher ce chiffre d'affaires pour nous faire plaisir. Ouais. Et qu'on est face à un mur politique et économique hyper puissant, mais qu'on peut faire vaciller. Eh ben, on va parler de la partie vacillement, justement, pour finir. Mais moi, je voulais rajouter aux situations que tu décris. Moi, je viens de département de la Charente-Maritime, donc juste au nord de la Gironde, de l'autre côté de l'estuaire, également très concerné par l'épandage de pesticides. C'est un des départements où il y a plus d'épandage de glyphosate, par exemple, avec la Gironde et avec certains départements du nord de la France. Oui. Et on a des clusters, donc des endroits où il y a une concentration de cancers pédiatriques pour les enfants, dans la banlieue de La Rochelle, dans ces petites communes rurales qui ont... ça aussi, il y a un croisement d'inégalités, c'est-à-dire que les gens... La Rochelle, c'est une ville qui coûte très cher, parce que c'est aussi un lieu de villégiature. Et donc les locaux ont dû aller habiter dans des petites communes de pavillonnaires autour de la ville. Le problème de ces communes pavillonnaires, c'est qu'elles donnent sur la plaine d'Aunis, qui est un territoire d'agriculture intensive, avec des gros céréaliers. Et donc en fait, on a des zones où, selon la Ligue contre le cancer, les enfants ont 4 fois plus de chances d'être atteints par un cancer. C'est quand même hallucinant. Et en fait, les pouvoirs locaux, pour l'instant, ne font rien et font tout pour décourager les parents de parler, etc. C'est-à-dire que concrètement, localement, on a des préfets, on a des sous-préfets qui sont du côté des gros agriculteurs et ils font tout pour retarder la prise de conscience collective. Et les gens devraient avoir peur, mais ils n'ont même pas forcément accès à l'information. Et je ne parle même pas du problème de l'eau, parce qu'effectivement, les facteurs environnementaux, c'est différents vecteurs. Ce n'est pas simplement risquer d'être touché par un épandage au printemps, ce qui est très désagréable quand on vit à la campagne. On le sent parfois en passant en voiture, où on ferme l'air conditionné qui vient de dehors quand on passe à côté d'un champ d'épandage en avril, parce que c'est dangereux. Mais il y a aussi l'eau. Nous, on a un problème avec l'eau, c'est-à-dire que l'agence de l'eau qui s'occupe de nos captages nous dit que on est arrivé à un seuil anormalement élevé de certaines substances, mais que l'eau est toujours potable. C'est toujours c'est que ce qui se passe, c'est que dans plein de cas, et c'est ce qui se passe au niveau européen et au niveau français, on va augmenter les seuils. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler le problème des produits chimiques, des pesticides, on va augmenter les seuils de tolérance. Et ça, c'est... Donc je t'ai coupé, mais... Non, mais oui, oui. Mais si tu veux, on est en train de nous... On nous impose un récit qui nous dit que le cancer, c'est normal, ça fait partie de la vie. Voir des enfants il y a 500 enfants qui meurent du cancer par an. C'est 20 classes. Ça représente 20 classes. Et sans parler de tous les enfants qui sont malades et qui ne meurent pas. Je veux dire, mais ça n'existait pas avant. Hein, voilà, ça n'existait pas. Là, on est en train de nous dire que le cancer, c'est normal, ça fait partie de la vie humaine et qu'il n'y a pas d'alternative aux pesticides. Ce qui est faux. Et pourquoi on nous impose ça? C'est parce que les alternatives d'agroécologie, elles feront péricliter l'agro-industrie et l'agrochimie. Elles ne vont pas aller enrichir des industries chimiques. Elles vont nous enrichir, nous, elles vont enrichir nos sols, la biodiversité, elles vont enrichir notre santé, notre vitalité. Elles vont enrichir les agriculteurs. Elles vont enrichir les agriculteurs, elles vont enrichir plein de gens, mais pas les très grosses entreprises, les multinationales de l'agro-industrie et l'agrochimie. Donc voilà, ce sont eux nos adversaires. Et on est malheureusement dans un moment où Transparency International a diffusé son nouveau baromètre de corruption cette année, en début d'année, en disant que la France a reculé de 5 places. Déjà, c'était on était en dessous de la moyenne de la corruption en Europe. On était en dessous de beaucoup de pays, mais on a descendu de 5 places et ils s'inquiètent de cette nouvelle forme de corruption qui sont les conflits d'intérêts entre les politiques et les industriels. Et je suis désolée, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut constater. C'est que les lois sont faites, la loi du plomb, des parlementaires Rassemblement national et de droite étaient fiers de dire, comme Laurent Duplomb, qu'ils avaient coécrit la loi avec les lobbies. Oui, c'est-à-dire que c'est de façon assumée. Assumée, sans problème, soi-disant en défendant les agriculteurs alors que c'est que pour l'industrie, et en nous imposant des produits chimiques. Parce que le problème du cancer aussi, Nicolas, c'est que entre le moment où on est contaminé et le moment où la maladie se déclare, il se passe du temps. Donc pour faire le lien, c'est pas évident. Mais la science montre que le glyphosate provoque des leucémies, des lymphomes, des troubles du neurodéveloppement. La science le prouve. Hein. Mais après, pour faire reconnaître son cancer
en tant que maladie professionnelle, c'est autre chose, c'est un autre parcours du combattant. Donc on est en face d'énormes intérêts qui veulent nous dire que c'est normal d'avoir le cancer, que les pesticides sont la seule solution à la souveraineté alimentaire et qu'il n'y a pas d'alternative. Et ce récit, ça va être à nous, aux citoyens et aux citoyennes, de le détruire. Parce que c'est soit on arrive à détruire ce récit-là, soit c'est nous qui sommes détruits. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Hein. Ouais. C'est notre boss de fin, là. Ouais, c'est notre boss de fin. Alors, tu vois, on va parler du boss de fin et de comment on le détruit. Moi, on a déjà discuté ensemble avant cette émission. Moi, je suis très admiratif de ce que tu as fait. Je pense que tu as incarné par ton geste courageux. Parce qu'encore une fois, il faut quand même oser gueuler sur des députés. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'Assemblée nationale, mais tout est fait pour se sentir intimidé. Tout est très encadré. Ce n'est pas du tout un lieu d'intervention populaire. Et toi, tu l'as fait. Tu leur as balancé en pleine face ce qu'ils étaient en train de faire. Truc qui leur arrive jamais. Parce que l'Assemblée nationale, comme tous les ministères, c'est des lieux très protégés où on croise que des gens qui vous disent que vous êtes génial. Les seules personnes réelles que ces gens croisent parfois, c'est juste un chauffeur de taxi. Et donc, voilà, tu as créé un bug dans ce qui était en train de se passer. Et du coup, tu as quand même cassé ce narratif. Et alors, cette loi, elle n'est pas passée inaperçue. Et on peut dire qu'il y a quand même une victoire qui a été obtenue, c'est que donc, la loi du plomb est passée. Il y a eu une pétition qui a été lancée par une étudiante qui a pris une ampleur incroyable. Je crois qu'on a dépassé les 2 millions historiques. Je ne crois pas qu'il y ait une pétition qui ait atteint autant de votants. Évidemment, la pétition n'a pas eu d'effet direct parce que puisque voilà, là, on est en démocratie dite représentative, donc en fait l'avis du peuple, on s'en fout. Par contre, surprise, hein, le Conseil constitutionnel a retoqué l'article consacré à ce pesticide dont on a parlé. Et donc, à ce jour, la loi, en fait, les industriels sont très déçus. Elle ne leur correspond pas. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, le Conseil constitutionnel a invoqué le principe de précaution qui s'applique à plein d'autres substances. Voilà, donc ça veut dire que la Constitution prévoit que chacun a le droit de vivre dans un environnement respectueux et de sa santé. Et toi, du coup, donc, le collectif Cancer Colère, tu l'as lancé à peu près à ce moment-là, en fait, ou c'était un peu avant? En avril. En avril, voilà. Donc c'est tout récent. Et quand on s'était vu cet été, tu recevais énormément de demandes. Il y a beaucoup de gens qui t'ont rejoint. Toi, tu appelles à politiser le cancer. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche du collectif? Qu'est-ce que vous allez faire pour politiser le cancer et puis pour détruire ce boss final de l'agro-industrie chimique? Alors oui, cette séquence, elle a été, à l'Assemblée, elle a été très forte pour moi parce que je me suis sentie atteinte par le mépris, très profondément. Et je me suis dit que cette colère, elle correspondait à la colère d'énormément de gens et de beaucoup de malades que j'avais croisés. Et je me suis sentie la responsabilité de prendre la parole. Et je l'ai fait après le vote pour ne pas interférer. Voilà. Effectivement, le fait de déranger ce vote, ça a inspiré des gens, visiblement. Ça a parlé à beaucoup de gens. C'est peut-être, quand notre santé est mise en jeu, c'est peut-être le moment d'arrêter d'être poli et de demander l'autorisation et de s'excuser, de leur demander d'arrêter de nous empoisonner, quoi. Donc, il y a un côté un peu... on m'a dit, oui, vous êtes un peu punk, mais c'est vraiment là. Et je pense que la colère, elle est saine quand elle a un objectif respectueux et légitime, ce qui était notre cas et mon cas. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est, avec Cancer Colère, c'est de politiser le cancer et ses causes, à savoir les inégalités sociales et les pesticides. Et pour ça, on va mettre à disposition un tract qu'on est en train de terminer dans les heures qui viennent, là, et qu'on a fait en travail collectif avec plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui fait le lien entre l'épidémie de cancer et les pesticides. On explique comment ça marche, qui les produit, pourquoi on nous les impose. Voilà. Et on va proposer à toutes les personnes qui le désirent d'aller tracter devant les hôpitaux et on va produire un petit guide de tractage aussi avec plein d'autres infos, de données pour donner un peu plus de matière et un petit pas à pas sur les petites techniques pour aller tracter, pour ne pas se sentir seul et voilà. Et sachant qu'à l'hôpital, les malades et les patients sont très en demande quand ils ne sont pas trop fatigués, d'échanges et de discussions. Et il y a plein de gens qui sont ouverts à ça. Moi, je l'ai vécu moi-même. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Beaucoup sont des ex-malades et des malades. Donc, il y a une dynamique hyper puissante. On ne vote pas tous pareil.
Mais bizarrement, ça n'interfère jamais dans notre... là, depuis quelques semaines, ça n'interfère pas dans notre travail collectif, dans nos idées. Il n'y a pas de discussion politique. On est tous raccords sur ce qu'on a envie de faire pour arrêter l'épidémie de cancer. Et on veut aussi visibiliser les conflits d'intérêts. Parce que tu me disais que tu voulais me poser des questions sur Saint-Luigi. Donc ça, j'espère que tu me les poseras. Je te passe voilà. La dernière question. Parce qu'on a les laboratoires aussi dans le viseur. Et on veut aussi parler, tu parlais de désinformation ou de non-information. On veut informer les gens. Ouais. Et en informant, on ne prend pas parti dans le tract, on expose des chiffres. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est eux-mêmes qui feront les conclusions. Et c'est ce premier tract, mais après, on va aussi informer sur la sécurité sociale, la menace qui pèse sur la sécurité sociale, qui est très lourde, et dont une responsabilité, c'est les laboratoires. Et ce sont les politiques aussi qui veulent vider de son sens la sécurité sociale. Et ça, c'est une grave menace. Et on veut aussi s'attaquer au cancer au travail, à différents sujets. Donc, on s'en empare, on va traiter, c'est le début d'une grande histoire, mais on va aussi organiser des actions. Parce que figure-toi que beaucoup de gens qui nous rejoignent veulent des actions, ils veulent des actions fortes. Plein de gens nous ont parlé d'Act Up. Oui, donc le groupe, ça y fait penser, évidemment. Voilà, le groupe Act Up qui a réussi à justement faire parler du sida dans les années 80-90 avec des actions hyper fortes, très très marquantes. Ouais. Donc on n'ira peut-être pas jusque là. Ils ont vraiment changé la donne. Ils ont changé la donne. La prise en charge du sida, des malades, même ça a fait accélérer les recherches. Oui. Enfin, ça a eu des effets incroyables. Et comme quoi, c'est aussi un modèle, puisque ça veut dire que des citoyennes et des citoyens peuvent modifier complètement, transformer la perception et la prise en charge de la santé publique et politiquement. Donc nous, c'est ça notre objectif. Et donc on va aussi faire des actions. Donc s'il y en a qui ont envie, et alors on va des actions aussi qui prennent soin des gens, hein, mais on a envie d'afficher nos maladies, on a envie de montrer nos cicatrices, nos crânes chauves. Moi, il est plus chauve, ça repousse. Mais voilà, et on a envie parce qu'afficher son cancer, il y a 433 000 nouveaux malades par an et ça augmente chaque année. On peut plus cacher la maladie, elle est là. Et moins on la cache, plus on la politise, plus on va faire vaciller le système. Et ce qui est beau, ce qui moi me porte beaucoup dans ce collectif, c'est de me dire que beaucoup de gens qui nous rejoignent s'emparent des sujets, suggèrent plein de choses, ont des idées, sont déterminés pour faire des actions, des tractages, etc. En parlent à des amis, nous trouvent des ressources, des monteuses, des photographes, des graphistes. Enfin, c'est extraordinaire la puissance collective qu'on a. Avec pas grand-chose, on accomplit plein de choses. Et comment aussi ça nous fait du bien d'être ensemble, de plus avoir nos inquiétudes en face de nous tous les jours. De se dire, quand on est dans l'action, quand on est dans le partage, quand on est dans un collectif, qu'on en discute, qu'on agit, qu'on programme des trucs, qu'on réfléchit à comment faire pour politiser le cancer, et ben, la crainte, la peur de la maladie, elle n'est plus en face, elle est à côté. Parce qu'il faut qu'on avance et qu'on est ensemble et qu'aussi, hein, faut pas se cacher, on se marre. J'ai une dernière question. Il y a eu un événement sur le plan de la santé publique et de la lutte contre les violences qui nous sont faites l'année dernière. Un PDG d'une assurance privée américaine, United Healthcare, qui est la première assurance santé privée des États-Unis, a été assassiné, visiblement pour motif politique. Il y a un suspect qui s'appelle Luigi Mangione. J'en ai parlé dans un bouquin et on en a parlé ensemble. Tu as dû voir cette affaire. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette histoire, pour terminer? Alors, je suis pas là pour juger moralement. Par contre, à l'évidence, ça montre la violence du système de santé, qui est en train non seulement de se privatiser au mépris des malades, mais qui en plus gagne de l'argent sur les corps malades. Et en arriver à ce point, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'impuissance énorme et que les abus sont tellement massifs et assumés que des citoyens ne savent même plus comment
faire pour arrêter cette fuite en avant du mépris pour nos corps, pour nos maladies, pour nos difficultés. Et c'est sûr que pour l'instant, évidemment, on ne peut pas comparer le système de santé américain et français, mais il y a des choses qui sont en train de se passer quand même. Ouais. Et moi, justement, quand on m'a annoncé que j'avais 8 mois de traitement, j'étais hyper déprimée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Voilà, bon, j'ai de la chance, je suis pas... voilà, je suis pas aux États-Unis et j'ai regardé combien coûtait un traitement comme moi j'avais vécu. Ça coûte $128 000. Non, $128 000, pardon. Et 51% des femmes, avant même que Trump bousille le système de sécurité sociale, Medicaid, et les 51% des femmes qui ont vécu la même chose que moi hypothèquent leur maison, font un emprunt bancaire ou empruntent de l'argent à tout leur entourage. Je ne sais pas si tu vois, aux États-Unis, première puissance mondiale. C'est délirant. Ouais. C'est délirant. Parce qu'en plus, une partie de ces femmes ont des assurances privées qui refusent de les prendre en charge parce qu'elles décident qu'il y a une pratique individuelle qui a fait que vous habitez près de zones d'épandage, donc vous l'avez bien cherché, comme si on choisissait toujours là où on habite. Voilà, inégalité sociale. Et si on connecte ce qui se passe en France, aujourd'hui, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron veulent tout le temps s'attaquer à la sécurité sociale. Donc ça viendra. Hein. Que ça soit Emmanuel Macron ou d'autres gouvernements de droite, il ne faut pas se leurrer. Notre sécurité sociale, qui est notre solidarité de santé collective, il faut faire hyper attention. Elle est gravement menacée. Elle est soi-disant en déficit à cause d'emprunts qui ont été faits par le gouvernement pour aider les entreprises pendant le Covid. On a pris ces emprunts, paf, on les a mis dans l'assurance maladie, ce qui n'avait rien à voir avec la maladie, parce que l'assurance santé, pour l'instant, n'est pas déficitaire. Okay ? Ça, il faut bien le comprendre. Par contre, qu'est-ce qui va provoquer le déficit ? C'est que l'épidémie de cancer explose, donc il y a de plus en plus de malades. Okay ? Et la deuxième chose, ce sont le coût des anticancéreux. Les laboratoires, qui pour certains fabriquent aussi des pesticides, donc on en revient à nos adversaires. Donc certains qui fabriquent des pesticides et donc des anticancéreux, mais d'autres labos qui ne font que les anticancéreux, ont compris qu'il y avait une manne. Ils se sont dit, waouh, épidémie de cancer, business. On a une diversification des profits. Il y a plein de nouveaux consommateurs, puisque les malades sont des consommateurs maintenant. Donc là, ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, c'est que les coûts des médicaments anticancéreux ont doublé en 4 ans, Nicolas, en 4 ans. Et pas pour des raisons de production, de coûts de production. Ouais. C'est parce que l'épidémie de cancer a explosé, qu'il y a de plus en plus de malades qui sont vus comme des consommateurs. Les soins sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, certains laboratoires, comme Merck, avec le Keytruda, ont fait exploser le prix de leurs médicaments. Et par exemple, une chimiothérapie au Keytruda coûte 72 000 € par an pour un malade. Et on n'est même pas sûr que les effets soient efficaces. C'est pour les cancers difficiles. Et le Keytruda est en 2021 le médicament le plus rentable du monde. 17 milliards de dollars pour une molécule. Tu vois ce à quoi on s'oppose ? Ouais. Donc, si tu veux, c'est ça le déficit de la sécurité sociale. C'est beaucoup plus de malades à cause des pesticides et des laboratoires qui ont fait doubler les coûts des anticancéreux en 4 ans en France. Et ça va faire exploser notre sécu. Et du coup, les labos pharmaceutiques vont être un peu le boss final contre lequel on va se battre. Ouais. Merci beaucoup Fleur, c'était passionnant. On va mettre toutes tes coordonnées de ton collectif. Merci pour cet échange, je pense que c'était très instructif et moi j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci de l'invitation, on est hyper contents. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on continue à en faire davantage. C'est donc le format Rencontre de Frustration Magazine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, en parler autour de vous et vous aussi, politiser le cancer. Merci.